Sing me a song, the last that is gone. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo depuis très longtemps, je l'avoue. Je suis vraiment désolée, il y a eu pas mal de chamboulements dans ma vie qui ont fait que j'ai pas vraiment trouvé le temps de lire ou de chroniquer ou de revenir sur certaines lectures. Et je me suis dit que c'est peut-être enfin le moment venu de changer un peu et puis de revenir vous parler de ce que j'aime, de ce que j'ai lu, etc. Il y a aussi le fait que j'ai beaucoup moins de temps. Donc très clairement, je vais essayer de faire des vidéos où je coupe beaucoup moins. Donc il y aura moins de transitions, vous verrez directement les livres passer, repasser, les mettre derrière, etc. Vous aurez peut-être le droit des éternuements, enfin voilà. On va essayer de faire ça le plus naturellement possible et avec le moins de découpes possible, le moins de travail aussi pour dire de vous en faire peut-être plus souvent. Donc voilà, donc on est parti là, je pense que pour vraiment rattraper mon retard niveau lecture sur 2020, le mieux c'était peut-être de vous faire un top 10 de mon année, les 10 meilleurs livres, les 10 livres qui m'ont le plus touché, qui m'ont le plus ému, qui m'ont le plus transporté, qui m'ont le plus choqué, peut-être, je sais plus, j'ai dû en faire une sélection, j'ai dû en choisir 10 et je suis désolée pour ceux que j'ai pas choisis, mais clairement ils arrivent peut-être en 11e ou 12e position et voilà. Je me suis dit que le mieux c'était quand même d'en choisir que 10, de vous faire un bon condensé. Alors on n'est plus en 2020, donc très clairement depuis j'ai lu pas mal de bouquins. Enfin, je dis pas mal, j'abuse un petit peu parce qu'en fait mon rythme n'a toujours pas accéléré. Et du coup, par contre, je suis pas sûre de pouvoir vous faire des résumés vraiment très précis de chaque livre. Donc dans le doute, je préfère m'abstenir, je préfère vous parler d'un ressenti général. Libre à vous ensuite d'aller voir les synopsis, d'aller voir les résumés, et puis de juger par vous-même si le livre peut vous intéresser. Mais en tout cas, vous saurez que ce livre fait partie de mes 10 meilleures lectures de 2020. Donc j'en profite aussi pour vous montrer le décor qui a changé. J'ai bougé ma chambre de place, je l'ai mis dans une autre pièce. Et du coup, j'ai dû réagencer toutes les bibliothèques. J'ai dû descendre tous les livres aussi, quelle horreur, il y en avait beaucoup. Je pensais pas que j'en avais autant. Et donc voilà. Donc ça sera le nouveau décor des vidéos. Peut-être que de temps en temps, je changerai un peu l'ordinateur de place, etc. Mais pour l'instant, on va partir comme ça. Donc mes 10 meilleures lectures, c'est parti. On va commencer par les livres numériques. Donc il y a 2 livres numériques qui sont tous les deux aux éditions Tornada. Donc il y a La cave aux poupées de Magali Collet qui a été une magnifique découverte. Ça a été un premier roman extraordinaire, très noir, avec une ambiance très sombre, où on est avec une jeune fille qui aide son père à retenir captive des filles dans sa cave. C'est une jeune fille un peu spéciale du coup qui n'a pas grandi comme tout le monde et donc on va partir à la découverte de cette fille et des jeunes filles détenues dans la cave et donc vous allez voir comment l'histoire va se passer entre elles et j'avoue que vraiment ce roman m'a épatée tant par sa noirceur que par l'ambiance, par tout ce que l'auteur a su faire ressortir en un livre si condensé, en fait, si petit. Et vraiment, je salue vraiment cet auteur qui a vraiment assuré pour ce premier livre, La cave aux poupées. Vraiment, pour moi, ça reste une lecture des plus marquantes de 2020. Ensuite, deuxième livre numérique, on arrive sur Les couloirs démoniaques de Jean-Marc Desnos. Alors là, Jean-Marc, je ne vous le présente plus, je vous en parle dans énormément de vidéos. J'ai lu tous ses livres depuis le début. On retrouve Alan Lambin, son chercheur en paranormal, qui est un personnage récurrent, donc vous pouvez retrouver dans La Maison Bleue Horizon, dans Les couloirs démoniaques, et puis il y avait Prière de sang, et j'ai un trou pour le troisième, je ne sais plus. Mais voilà, on est donc sur Les couloirs démoniaques, qui est la suite plus ou moins directe, dirons-nous, de ce qui s'était passé 12 ans auparavant dans ses précédents romans. On retrouve toujours Alan Lambin qui doit revenir donc sur des lieux où il était avant et remonter donc un peu plus loin encore dans l'histoire des lieux qui s'avéraient hantés. Donc amateur de paranormal, de fantastique, de tout ça, n'hésitez pas à foncer parce que
Il a ce truc, j'adore déjà Alain Lambin, donc il a créé un personnage génial, d'une douceur et d'une gentillesse incroyable, et pourtant très terre à terre, très sûr de lui au final dans tout ce qu'il fait. Et en même temps, il arrive à nous faire frissonner. Moi, il y a des passages dans ses livres où j'osais même pas aller faire pipi, quoi. J'osais pas me lever le soir pour aller faire pipi, tellement j'étais prise dans l'histoire, et que, limite, il me foutait les boules. Il arrivait à me foutre les boules chez moi. Et vraiment, ouais, ça, c'était vraiment une très, très belle découverte. Les romans de Jean-Marc Desnos, niveau fantastique, niveau esprit, etc. Ils sont vraiment très très bons, donc je vous les conseille absolument. Donc là, on arrive au livre papier. Le premier livre papier que je vais vous montrer, c'est 5 doigts sous la neige de Jacques Saussé. Jacques Saussé que je ne vous présente plus non plus, parce que c'est un auteur que j'adore, dont je parle très souvent. Celui-ci, c'était son dernier, donc qui est sorti, il me semble, en 2020, c'est sûr, mais quand, je ne sais plus. Je ne sais plus du tout, mais il était sorti chez Cosmopolis, et je dois dire que moi, quand je vois non seulement Jacques Saussé, en plus Cosmopolis, et un côté un peu huis clos dans un village enseveli sous la neige, etc., ça me plaît beaucoup. Donc dans ce village, il me semble qu'il y a un auteur très connu, son fils est un peu... on va dire qu'il se cherche une identité qui dépasse certaines limites, et il décide de faire une fête chez lui. Il fait une fête et il se met à neiger, donc ils se retrouvent tous coincés chez lui. Sauf qu'il y a une jeune fille qui est à la fête qui disparaît. Et donc forcément, on va se retrouver dans un huis clos avec une disparition. Et qui de mieux que Jacques Saussé pour en parler ? Vraiment... j'ai adoré retrouver sa plume dans ce genre d'histoire. On est parti un peu, on est sorti du polar qu'il nous fait d'habitude avec ses personnages de Daniel Mann et Lisa Hélin, et pourtant c'est un style qui lui convient. Le fait de faire des one-shots, le fait de partir dans des histoires qui ont une fin, des personnages qui ont une fin, etc. J'ai trouvé ça super. Vraiment, quel plaisir de retrouver sa plume. Moi, c'est un auteur que vous savez, j'adore, qui a une plume vraiment qui me transporte à chaque fois. Et du coup, ouais, vraiment, vraiment lisez celui-ci. Si vous aimez bien les huis clos, etc., vous allez adorer. Ensuite, on va continuer avec En cas de problème de Jody Taylor aux éditions HC Éditions. Là, on est sur le tome 6 des Chroniques de Sainte-Marie. C'était une façon pour moi de vous rappeler un peu cette merveilleuse saga que j'adore. Les Chroniques de Sainte-Marie. Sainte-Marie, c'est un institut d'historiens qui sont chargés de retourner dans le passé grâce à des capsules temporelles pour étudier les faits historiques et vérifier qu'ils se sont bien passés comme tout le monde le pense, comme on nous l'apprend, et éventuellement récupérer des choses de l'époque avant qu'elles soient détruites, avant qu'elles soient brûlées, etc. Donc là, on est sur le 6e tome et on retrouve Madeleine Maxwell, qui est une qui est une historienne petite, rousse, avec un caractère très bien trempé, beaucoup d'humour. Et donc on va retrouver donc Max cette fois-ci. Elle était donc au temps des mammouths et que je ne vous dise pas de bêtises parce que sur les 6 tomes on en voit beaucoup. Dans l'Égypte ancienne, avec les Néandertaliens, aux dernières heures de Jeanne d'Arc, pardon. Donc voilà, donc vraiment, elle arrive toujours à nous faire voyager dans le temps, et ce que j'adore, moi, avec le personnage de Max, c'est que c'est un personnage qui est bourré d'humour, déjà, qui vraiment rentre dans le tas, qui n'hésite pas à dire ce qu'elle pense, qui fait tout ce qu'elle peut pour ses amis, et c'est des romans, en fait, où on est pris entre le suspense, entre l'humour, entre l'amour, voilà, il y a plein de choses qui font que ces romans sont vraiment super. Donc moi, je vous conseille absolument de lire la saga, donc on peut les retrouver... attendez, là, voilà. J'ai les 5 là, le 6e et j'ai le 7e dans ma palle, que je m'apprête à lire très bientôt. On continue avec L'Archipel des larmes de Camille Agrèbe aux éditions Calman Levy. Et en fait, là, ça a été ma découverte de Camille Agrèbe, que je ne connaissais pas du tout, dont j'avais entendu énormément parler, bien sûr, mais que je n'avais jamais lu.
j'ai commencé par le dernier en fait, chose un peu bête, mais j'ai compris que c'était possible sans non seulement être spoilé de ce qui s'était passé avant, mais en plus ça nous permettait aussi d'avoir envie de découvrir ce qui se passait pour les personnages dans les autres livres. Donc ce sont des personnages qui sont plus ou moins récurrents dans le sens où on retrouve des personnages qui étaient principaux dans d'autres romans précédents et qui ne le sont pas forcément dans celui-ci. Dans l'Archipel des larmes, dans mes souvenirs, on se retrouve donc avec des femmes assassinées, mais sur 3 temporalités différentes. Et il y a toute une enquête qui est menée autour, et c'est vraiment centré sur les femmes, que ce soit sur les femmes tuées, ou que ce soit sur les femmes inspectrices, sur les femmes consultantes, voilà, c'est très centré sur les femmes, et la façon dont elles sont mises en avant, la façon dont elles sont travaillées, l'auteur a vraiment su les rendre très humaines, très réelles, et j'ai vraiment adoré le style qui est très fin, qui vraiment arrive à piquer exactement là où il faut, et ouais, et vraiment, c'est une auteure que j'ai adoré découvrir. D'ailleurs, je m'étais empressée de lire un autre de ses romans, je sais plus lequel, mais celui-ci m'a vraiment plus marqué. Ça, au niveau de l'histoire, au niveau de la façon dont c'est amené, etc., celui-ci m'a vraiment énormément marqué. Donc si à la rigueur vous ne connaissez pas encore Camille Agrèbe, c'est peut-être l'occasion de la découvrir avec l'Archipel des larmes. Donc on continue. Il m'en reste 5. Donc il était 2 fois de Franck Tillier. Je ne pouvais pas ne pas vous faire un bilan. Je ne sais pas si c'est français. Je ne pouvais pas vous faire de bilan sans parler de Franck Tillier, évidemment. Il était 2 fois, c'est donc la suite du manuscrit inachevé. Si on peut appeler ça une suite, en fait, le manuscrit inachevé de Franck Tillier, donc, racontait l'histoire d'un manuscrit dans un manuscrit. En gros, c'était un manuscrit d'un auteur qui était décédé. L'histoire, donc, écrite par l'auteur, et la fin écrite par son propre fils, parce que l'auteur était décédé avant d'écrire la fin. Et dans Il était 2 fois, on se retrouve avec des personnages un peu, on va dire, en lien avec le manuscrit inachevé. Je vous en dirai pas plus parce que ce lien est parfait. La façon dont l'auteur l'a amené, mais franchement, l'histoire en soi, elle n'a rien d'extraordinaire. Je veux dire, très clairement pour moi, il vaut n'importe quel polar. C'est la façon dont il a alambiqué les 2 histoires, la façon dont il a amené certaines solutions. Mais c'est tordu à un point, c'est extraordinaire. Si vous l'avez lu et que vous n'avez rien trouvé de fou dedans, n'hésitez pas à m'envoyer un MP. Parce qu'il y a des trucs qu'on ne sait pas. Il y a des trucs qu'on ne voit pas tout de suite. Et vraiment, il m'a mais épaté en fait, parce que c'est très très subtil sur la longueur. Et j'ai trouvé ça génial d'aller aussi loin au moment de la création du livre. Alors bien sûr, Franck Tillier, c'était pas la première fois qu'il faisait ça. Il m'avait déjà beaucoup épaté avec l'anneau de Mobius, que j'avais trouvé extraordinaire au niveau de la temporalité. Et ouais, et donc vraiment, dans Il était 2 fois, on retrouve... c'est vraiment un polar classique, mais avec une subtilité derrière qui fait qu'à la fin du livre, on fait... Ouais, quand même. Je veux dire, il a été vraiment chercher très loin, il a poussé très loin ce qu'il avait envie de faire, ce qu'il voulait proposer, pour qu'au final, même quand on a fini, on a encore des trucs à découvrir, et je trouve ça super. On va changer un peu de registre avec Une sirène à Paris de Mathias Malzieu. Et là, ça a été une découverte magnifique. J'étais dans une période où j'avais besoin d'un truc soft, tranquille, doux. J'avais pas besoin d'hémoglobine, j'avais pas besoin de violence. Et je sais pas, je me suis laissée tenter par la couverture, je me suis dit que ça pouvait être sympa vis-à-vis du fait qu'il y avait un film, peut-être de voir le film après, etc. Et ouais, je sais pas, il y a eu un coup de cœur pour ce livre, cette histoire qui est vraiment magnifique. C'est une histoire d'amour entre un chanteur et une sirène. Et c'est écrit d'une façon très poétique. C'est vraiment... moi, ça m'a beaucoup, beaucoup touchée, en fait. Rien que la façon dont il décrit Paris, les phrases échangées, il y a un style qui est très doux et en même temps très, très fin. Et ouais, vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup aimé Une sirène à Paris.
Donc si vous cherchez une histoire d'amour sympa, bon pas forcément une comédie romantique, mais une histoire d'amour sympa, je vous conseille vraiment Une sirène à Paris, qui est un roman qui vous transporte, qui vous change d'air, qui vous fait voir autre chose, qui se lit tranquillement, qui se dévore au choix. Voilà, donc je vous conseille celui-ci que j'ai vraiment adoré. On continue avec Nuque de Momalo aux éditions La Martinière. Donc avec Nuque, on est sur le 3e tome des aventures de Kanak Adriensen, qui est un enquêteur donc au Groenland. Et donc dans ce 3e tome, on va retrouver cet enquêteur avec une histoire toujours de meurtre, hein, parce que c'est toujours comme ça que ça se passe avec lui. Et en fait, c'est une question d'ambiance. Ce que Momalo fait dans ses romans, c'est vraiment une question uniquement d'ambiance. Enfin, pas uniquement d'ambiance, je veux dire, il a vraiment quelque chose au moment de l'écrit et de l'histoire. Mais pour moi, il y a vraiment ce côté ambiance, ce côté froid, ce côté isolé, ce côté dépaysement complet. Et il arrive à nous faire ressentir ça au moment de la lecture. C'est une histoire que j'ai beaucoup aimée, qui m'a pas mal touchée. J'ai beaucoup aimé Nuque. Et ouais, c'est... Voilà quoi. C'est du Momalo. Moi, je le conseille absolument si vous voulez de la lecture scandinave. Alors bien sûr, ce n'est pas un auteur scandinave, c'est un auteur français, mais qui a un style scandinave à la française en fait. C'est-à-dire que l'histoire... pour moi, les polars scandinaves sont très... j'ai envie de dire un peu mous en fait. Ils prennent vraiment le temps. Je pense notamment à Camilla Grebe, je veux dire, dans ses romans, elle prend vraiment le temps d'installer les personnages, que là, ici, on retrouve quelque chose de plus rapide, de plus fonceur, et j'ai l'impression que c'est plus une touche un peu française que scandinave. Mais l'ambiance y est, le style y est, et voilà, si vous aimez ça, n'hésitez pas, et vraiment foncez là-dessus. Avant-dernier livre à vous présenter, La mémoire du temps de Franck Leduc aux éditions Nouveaux Auteurs 2. Et là, donc, Franck Leduc, c'est pareil, c'est un auteur que j'ai envie de dire que je ne vous présente plus parce qu'il fait partie de mes chouchous. Je l'ai découvert avec son tout premier livre, Le chaînon manquant, qui a été une claque phénoménale, quelque chose d'extraordinaire. Idem avec Cléa, et là ici sur La mémoire du temps, on est plus dans une recherche autour de la mémoire évidemment, et on va être avec un ballon dirigeable, il me semble que c'est dans les années 40, donc c'est pareil, hein, ça fait un moment que je l'ai lu celui-là, hein, je peux pas vous certifier les dates, et voilà, donc on est sur une temporalité ancienne, on va suivre des personnages, mais il y a aussi des personnages au présent, qui donc vont avoir un lien forcément avec ce qui s'est passé avant. À vous donc de lire et de découvrir quoi. Franck Leduc, c'est un auteur que j'adore, vraiment, qui a une plume très très touchante, très juste, et qui a cette manie, on va dire, de mettre les femmes en avant, qui met très régulièrement donc les femmes en avant dans ses romans, qui... ouais, voilà, je sais pas, il arrive à les mettre en valeur. Et pour un auteur masculin, c'est franchement génial. Il a vraiment un regard masculin sur la femme, et pourtant c'est quelque chose de très fort. J'aime beaucoup sa façon de faire. Dans La mémoire du temps, il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé au niveau de l'explication génétique par rapport à la mémoire. Et ça en a fait un roman... Pardon. Ça en a fait un roman prenant, captivant, où on découvre plein de choses super intéressantes. Donc voilà, si c'est un auteur que vous n'avez jamais lu, je vous le conseille absolument. Ce sont 3 livres que vous pouvez lire séparément, en one shot, donc aucun souci, vous pouvez y aller. N'hésitez pas à le découvrir, parce qu'en plus c'est un auteur adorable, qui vraiment mérite d'être lu, mérite d'être connu, et voilà, moi j'attends le 4e avec énormément d'impatience. Et donc le dernier livre à vous présenter,
qui a été une de mes premières lectures de 2020. On est donc sur l'Institut de Stephen King, chose que je ne pensais jamais faire en fait avant. C'est-à-dire que pour moi, Stephen King, c'était très compliqué. À l'époque de ses romans comme Bazar ou ça, on était sur des romans qui étaient très très denses, très complets, très lourds. Et pour moi, ça n'allait pas du tout. Ça le faisait pas. Donc j'ai eu beaucoup de mal avec cette période-là de Stephen King. Et par contre, depuis que j'ai redécouvert L'Outsider, qui a été, je crois, en 2019, ça a été une lecture mais extraordinaire, qui m'a vraiment réconciliée avec Stephen King. Et là, je retrouve un peu une partie de L'Outsider. Dans le sens où c'est une histoire très dense, très complexe, mais qui pourtant bouge, qui n'est pas constamment du surplace avec des détails dans un passé d'un 3e ou 4e personnage qui ne nous sert strictement à rien. On est vraiment sur quelque chose de plus direct. Et j'adore ce genre-là. Cette version de Stephen King est pour moi meilleure que les anciens. Bon, alors bien sûr, on a tous nos avis là-dessus, mais on est très clairement l'Institut de Stephen King a été pour moi une excellente lecture pour 2020. Quoi vous dire de plus ? On est dans un institut en fait qui enlève des enfants qui ont certains pouvoirs télépathiques pour en faire des instruments de guerre, on peut dire ça comme ça. Et vous allez voir que ce qui se passe dans cet institut, c'est absolument ignoble, absolument atroce. Que ces enfants, on est avec eux, on voit ce qu'ils subissent et vraiment ça fout les boules, c'est vraiment affolant. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé. J'adorais plonger dans cette histoire, j'ai vraiment... c'était une excellente lecture pour moi et c'est vraiment, ça fait vraiment partie des Stephen King que j'ai préféré pour l'instant en tout cas. Donc voilà, mon top 10 2020 est terminé. J'espère que ce nouveau format vous plaît un peu, que ça vous plaira peut-être même un peu plus. J'espère que j'ai pas trop bafouillé, que je vous ai pas trop fait de ou de trucs inutiles qui servent à rien. Voilà, donc j'espère qu'on va pouvoir garder un rythme. J'ai quelques vidéos de retard à faire, donc on va essayer de réunir tout ça pour en faire le moins possible et rattraper le retard et continuer à lire et continuer à vous parler de plein de choses. Le blog est à jour, donc le blog vous pouvez y aller, tous les livres que j'ai lus sont dessus, sont chroniqués et voilà, n'hésitez pas à le suivre, Instagram, Facebook, voilà, vous savez où me trouver. Voilà, donc on se retrouve très bientôt sur la chaîne. Bye bye. Sing me a song, the last that is gone.